La fièvre de Lassa est une fièvre hémorragique virale aiguë d'une durée d'1 à 4 semaines qui sévit en Afrique occidentale. Le virus de Lassa se transmet à l'homme par contact avec des aliments ou des articles ménagers contaminés par l'urine, ou les excréments de rongeurs. La transmission interhumaine et en laboratoire se produit également, en particulier, dans les hôpitaux où les mesures de prévention et de lutte anti-infectieuse laissent à désirer. La fièvre de Lassa est endémique, au Bénin, au Ghana, en Guinée, au Libéria, au Mali, en Sierra Leone et au Nigeria, mais elle est sans doute présente aussi dans d'autres pays d'Afrique occidentale. Le taux global de létalité est de 1%. Celui des patients atteints de formes sévères peut atteindre 15% en milieu hospitalier. Des soins de soutien précoce, axés sur la réhydratation et le traitement symptomatique, améliorent les chances de survie. Bien qu'ayant été décrit pour la première fois dans les années 1950, le virus à l'origine de la fièvre de Lassa n'a été identifié qu'en 1969. Il s'agit d'un virus à ARN simple brun appartenant à la famille des Arenaviridae. Environ 80% des personnes contaminées par le virus de Lassa n'ont pas de symptômes. Une infection sur 5 entraîne une atteinte sévère de plusieurs organes comme le foie, la rate et les reins. La fièvre de Lassa touche toutes les tranches d'âge et les deux sexes. Les personnes les plus exposées sont les habitants de zones rurales où vivent des ramastomies. Surtout dans les communautés surpeuplées manquant de moyens d'assainissement. Les agents de santé sont exposés s'ils soignent des patients atteints par la fièvre de Lassa porteurs du virus sans appliquer les techniques de soins protégées de bonnes techniques de soins ni les bonnes mesures de lutte contre l'infection. La durée d'incubation varie de 2 à 21 jours. Quand la maladie est symptomatique, le début des manifestations cliniques est en général progressif, avec de la fièvre, une faiblesse généralisée et un mauvais état général. Après quelques jours, les malades peuvent présenter des céphalées, une irritation de la gorge, des myalgies, des douleurs thoraciques, des nausées, des vomissements, des diarrhées, une toux et des douleurs abdominales. Dans les cas graves, un œdème de la face, une pleurésie, une hémorragie buccale, nasale, vaginale ou digestive et une hypotension peuvent apparaître. Une protéinurie est possible, à un stade tardif. On peut trouver un état de choc, des convulsions, des tremblements, une désorientation pouvant aller jusqu'au coma. La surdité survient chez 25% des malades qui survivent à la maladie. La moitié d'entre eux recouvrent en partie l'ouïe au bout d'1 à 3 mois. On peut observer des chutes de cheveux passagères et des troubles de la marche au cours de la convalescence. Dans les cas mortels, le décès survient généralement dans les 14 jours qui suivent l'apparition des symptômes. La pathologie est particulièrement grave lorsqu'elle se déclare en fin de grossesse. Le décès de la mère et, ou du fœtus survenant dans plus de 80% des cas observés durant le 3e trimestre. Prévention et lutte anti-infectieuse. La prévention de la fièvre de Lassa passe par la promotion d'une bonne hygiène communautaire, pour éviter que les rongeurs ne pénètrent dans les habitations. Parmi les mesures efficaces, on citera la conservation des céréales et plus généralement des denrées alimentaires dans des contenants résistants aux rongeurs. L'élimination des ordures loin des habitations, le maintien de la propreté à l'intérieur de celles-ci et la présence de chats. Les ramastomies sont si abondants dans les zones d'endémie qu'il est impossible de les éliminer complètement de l'environnement.
Les familles doivent toujours prendre soin d'éviter tout contact avec le sang et les liquides biologiques d'un malade. En milieu médical, le personnel doit toujours prendre les précautions d'usage en matière de prévention et de lutte contre les infections associées aux soins quand il s'occupe des patients. Quel que soit le diagnostic présumé, ces précautions comprennent les règles de base en matière d'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire, le port d'un équipement de protection individuelle pour se protéger des éclaboussures ou d'autres contacts avec des matières contaminées, la sécurité des injections et des rites funéraires. Les agents de santé qui s'occupent de cas présumés ou confirmés de fièvre de Lassa doivent prendre des mesures supplémentaires de lutte anti-infectieuse pour éviter tout contact avec le sang ou les liquides biologiques du patient et avec les surfaces ou les matériaux contaminés comme les vêtements et le linge de lit. Lors des contacts proches avec les malades, à moins d'1 mètre, ils doivent porter une protection du visage, écran facial ou masque chirurgical et lunettes de protection, une blouse propre, non stérile, à manches longues et des gants, stériles pour certains actes médicaux. Le personnel de laboratoire est également exposé au risque. Les échantillons prélevés chez l'homme ou les animaux pour rechercher l'infection par le virus de Lassa doivent être manipulés par un personnel qualifié et analysés dans des laboratoires utilisant des conditions de confinement les plus rigoureuses possibles. Parfois des voyageurs en provenance de zones d'endémie exportent la maladie dans d'autres pays. Bien que le paludisme, la fièvre typhoïde et de nombreuses autres infections tropicales soient bien plus courantes que la fièvre de Lassa, il conviendra d'envisager ce diagnostic chez les patients fébriles qui reviennent d'Afrique occidentale, notamment s'ils se sont rendus dans des zones rurales ou des hôpitaux de pays où l'on sait que la fièvre de Lassa est endémique. Les agents de santé qui voient un cas suspect doivent immédiatement prendre contact avec les experts locaux ou nationaux pour demander conseil et organiser les tests de laboratoire.